Aux organisateurs de ne pas avoir oublié les végétaux que la mer nous offre. Donc les algues ne sont ni des fruits, ni des légumes, ni même des plantes au sens biologique du terme. Mais ce végétal de la mer commence également à devenir un ingrédient de choix pour de nombreux chefs. Et c'est très apprécié par un certain chef cuisinier en France et ailleurs dans le monde, notamment ceux qui travaillent les produits de la mer, mais pas que. Nous verrons tout à l'heure que les algues peuvent être intégrées dans de nombreuses recettes salées et même sucrées. Donc il existe une très grande diversité d'algues, on compte des milliers d'espèces différentes, elles sont de plus en plus consommées à travers le monde. Les pays asiatiques restent les principaux producteurs et les principaux consommateurs. L'algue fait partie de leur alimentation quotidienne. En France, la consommation est beaucoup plus récente. Elle reste modeste, voire anecdotique, mais elle est en augmentation ces dernières années. Donc nous allons parler des opportunités que représentent les algues. Est-ce que la mer peut être le jardin de demain ? Nous verrons les enjeux, les défis peut-être aussi à relever par ce secteur, car les algues restent une ressource naturelle qu'il faut préserver. Donc nous avons la chance d'avoir avec nous des experts passionnés par ce sujet. Hélène Marfin, vous êtes chef de projet agroalimentaire et nutrition au sein du CERVA, le centre d'études et de valorisation des algues, basé à Pleubian dans les Côtes-d'Armor. Jean-François Arbona, vous cultivez les algues en Bretagne, dans la région de Saint-Malo. Vous travaillez dans ce secteur depuis 40 ans. Vous avez un parcours assez atypique que vous nous présenterez. Vous avez créé la société Seaweed Aquaculture avec votre épouse Magali en 2000. C'est bien ça. Et Jérémy Coirier, vous êtes celui qui mettait en valeur ces végétaux dans l'assiette. Vous aimez particulièrement les travailler. Vous êtes chef de cuisine au Castel Marie-Louise à La Baule, face à l'océan. Et c'est un établissement relais-château étoilé de cette année. Vous travaillez en binôme depuis 5 ans avec le chef Éric Mignard. Donc merci à vous trois d'être parmi nous aujourd'hui. Nous devions également avoir avec nous Jean-Marie Pédron, qui est cueilleur d'algues en Loire-Atlantique. Malheureusement, Jean-Marie souffre d'un sévère lumbago, donc il n'a pas pu faire le déplacement. Comme il me l'a expliqué hier un peu avec humour, c'est les risques de son métier. Je sais qu'il nous écoute via la retransmission directe et il a eu la gentillesse de nous transmettre son témoignage en vidéo que nous écouterons tout à l'heure. Donc tout d'abord, je me tourne vers Hélène Marfin, pour quelques questions d'introduction, pour poser le contexte. Donc une algue, c'est un végétal assez particulier, ce n'est pas une vraie plante, donc au sens botanique, qu'est-ce qu'une algue ? Comment s'y retrouver, car elles sont nombreuses, il y en a des milliers, il y a les macros, les micros, les brunes, les rouges, les vertes. Comment se retrouver dans ce monde qui nous est peut-être moins familier que les plantes terrestres, et qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a de multiples usages, parfois plus ou moins bien connus, alimentaires, non alimentaires. Donc je vous laisse nous présenter un peu ce contexte. Merci. Déjà, je voulais remercier les spectateurs qui sont encore présents avec nous maintenant pour découvrir avec nous et partager notre savoir et notre passion sur ces végétaux de la mer. Donc, comme vous le disiez, les algues, c'est différent des plantes, dans le sens où c'est des végétaux primitifs qui existent depuis très longtemps sur la planète. Ça a commencé par les microalgues, qui ensuite ont colonisé différents végétaux et qui ont conduit à la production des macroalgues, qui a conduit à la production des plantes. Donc, c'est vrai que c'est un monde très vaste, très diversifié. C'est vrai qu'on dit les algues, mais en fait, il y a plein d'espèces différentes dans le monde des algues. Pour simplifier et pour dire en fait quelle est la différence entre une algue et une plante, donc une macroalgue qui vient de la mer, c'est un végétal très simple qui n'a pas de racines, qui ne va pas faire de fleurs, qui n'a pas de circulation de sève et qui ne va pas donner de fruits. Donc c'est juste une lame, on appelle ça une lame ou une feuille, qui va puiser les éléments minéraux dans la mer sur toute sa surface, mais qui va faire de la photosynthèse comme une plante. Donc l'algue a besoin de lumière pour pousser. Donc il y a aussi une saison des algues. Les algues sont saisonnières et certaines sont annuelles et d'autres vont pousser sur plusieurs années. Mais dans ce grand groupe des algues, donc j'ai dit aussi qu'il y avait des microalgues. Donc là, c'est microscopique, c'est le phytoplancton.
C'est des organismes qui ont des formes et des couleurs. Enfin, c'est très joli à voir au microscope. Il y en a des milliers et on ne les connaît pas encore toutes, d'ailleurs. Et enfin, je voulais juste rajouter que dans le monde des algues, on parle aussi de la spiruline. Alors, du point de vue vraiment taxonomique, scientifique, c'est pas une algue, mais c'est pas grave. On l'a englobée dans le monde des algues. Et c'est un organisme aussi qui se cultive de plus en plus maintenant en France. Je tiens à souligner aussi que dans l'imaginaire, donc on parle des algues, des macroalgues de la mer, et c'est ce dont on va beaucoup parler cet après-midi, mais il existe des algues d'eau douce. Les algues, en fait, sont présentes sur la planète dans plein d'endroits différents, dans des pôles aux zones très pauvres en eau. Il y a des microalgues partout et il peut y avoir des algues feuilles dans l'eau douce ou dans l'eau de mer. Donc ça, c'était pour juste illustrer la complexité de ce monde. Mais aujourd'hui, je pense que cet après-midi, on va plutôt parler de ce qui se mange. Et là, on est vraiment dans le domaine des algues plutôt marines, donc on va récolter dans la mer. Et pour simplifier la classification, on distingue 3 groupes selon leur couleur. Donc on va parler des algues brunes, des algues vertes et des algues rouges. Et quelles sont les différences entre ces 3 couleurs, justement? Pourquoi certaines sont rouges, d'autres vertes et d'autres Alors, brunes? toutes ces algues, donc je l'ai dit, font de la photosynthèse, donc elles contiennent toutes de la chlorophylle, elles contiennent toutes ce pigment vert, mais certaines contiennent d'autres pigments en plus, d'autres composés en plus qui leur donnent des couleurs différentes. Donc les algues rouges, elles ont des pigments qui ont un nom scientifique qui s'appelle phycoérythrine, qui leur permettent de capter l'énergie lumineuse à des profondeurs très basses. Donc, du coup, ça leur donne cette couleur rouge. Et puis, les algues brunes, elles contiennent d'autres types de composés, en plus que la chlorophylle, donc des caroténoïdes orangés, des polyphénols. Et tout cet ensemble de pigments va leur conférer cette couleur brune à vert kaki. D'accord. Et toutes ces macroalgues sont consommables? Sont propres à la consommation? Alors, potentiellement, oui. En fait, il faut savoir que actuellement, dans le monde, les algues, ça représente une filière de 35 millions de tonnes, à peu près, d'algues fraîches. Donc ça, c'est la production mondiale. Elle ne cesse d'augmenter. Alors, justement, on en discutait à midi. Je disais, c'est beaucoup, pas beaucoup. Voilà, je vous donne un chiffre. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce 35-36 millions de tonnes mondial, ça représente la production de blé en France. Voilà. Donc, les algues au niveau mondial, ça équivaut à la production de blé en France. Ça vous donne une idée de ce que ça représente au niveau tonnage. Les algues, c'est un végétal qui est principalement cultivé en Asie. Et la question, c'est est-ce que tout est consommable ou pas? Dans les macroalgues, donc les algues feuilles, il n'y a pas vraiment d'algues toxiques. On n'est pas comme dans les champignons où si on prend une algue, si on prend un champignon, on peut s'empoisonner. Donc, dans les algues, on n'a pas cette problématique-là. Par contre, c'est vrai qu'on voit que toutes les espèces n'ont pas été mises en culture en Asie. Globalement, il y a vraiment une dizaine d'espèces en Asie qui sont cultivées soit comme un légume dans l'assiette, soit pour faire des composés texturants. Et de même, en France, on ne récolte pas actuellement toutes les algues pour les consommer. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas toutes consommables, mais actuellement, parmi toute la diversité des espèces végétales sur l'estran, sur les côtes rocheuses, on ne les consomme pas toutes parce que soit elles sont présentes en très faible quantité, donc la récolte n'aurait pas de sens, soit elles n'ont pas montré d'intérêt culinaire. Voilà. D'accord. Donc, pour
compléter un peu ce panorama d'introduction, donc on va surtout parler des algues alimentaires, bien sûr, aujourd'hui, mais le monde des algues nous offre énormément d'usages. Enfin, il y a de multiples usages, parfois qu'on connaît mal, alimentaires et non alimentaires. Est-ce qu'on peut juste récapituler un peu ce potentiel du monde des algues pour notre quotidien? Oui, alors je disais, ce 36 millions de tonnes à peu près d'algues fraîches qui sont récoltées et produites dans le monde, on considère qu'il y en a environ 55-58% actuellement qui vont être destinés à faire des texturants. Donc des texturants, c'est-à-dire qu'on va extraire une partie de ces algues pour faire des composés qui vont apporter de la texture ou une sensation de gel. Donc c'est des composés qu'on appelle, vous en avez sans doute entendu parler, donc il y a l'alginate ou les carragénanes ou l'agar qui se développent maintenant beaucoup en cuisine. C'est vrai que maintenant on cuisine beaucoup à l'agar. Donc ça, c'est des texturants issus des algues. Donc c'est vrai que dans le monde, les algues, elles sont cultivées finalement pour extraire ces texturants. Ces texturants, ils ont des applications en alimentaire. Donc on fait de la cuisine à l'agar, on peut en mettre dans des sauces, dans des crèmes dessert. Donc majoritairement, on va les retrouver en alimentaire. Mais c'est vrai que ces texturants, ils ont d'autres applications aussi dans d'autres secteurs qu'on connaît moins. Alors, il y a quand même les dentifrices ou les shampoings, on va les retrouver donc dans la cosmétique. Mais il y a aussi dans l'industrie de la peinture ou de l'imprimerie ou d'autres secteurs industriels, on va pouvoir utiliser ces texturants. Ensuite, le gros secteur d'utilisation des algues dans le monde, c'est vraiment l'alimentaire, c'est dans l'assiette. En Asie, en Chine, Japon, Corée, il y a vraiment une tradition de consommation des algues. Ça fait partie de leur répertoire culinaire depuis la nuit des temps. Et donc, c'est un végétal qui est préparé, accommodé et consommé par petites touches dans l'assiette des consommateurs. Donc ça, c'est une image mondiale. C'est vrai qu'après, on reparlera peut-être de la France, mais je ne veux pas monopoliser non plus la conversation. Et enfin, les 5 ou 6% des algues produites dans le monde qui restent vont être utilisées à d'autres secteurs, donc alimentation animale, cosmétique, santé végétale. C'est des secteurs qui sont aussi en pleine croissance. Et puis le secteur des matériaux aussi, on travaille de plus en plus dans le secteur des emballages avec des algues. Des utilisations très, très diverses et variées. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir le métier de cueilleur d'algues dans le milieu naturel. Donc, Jean-Marie Pédron a eu la gentillesse de nous préparer son témoignage en vidéo que nous allons écouter maintenant. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Marie Pédron, cueilleur d'algues au Croisic. Donc je suis vraiment ravi de vous retrouver, même virtuellement, à l'occasion de ces 17e rencontres François Rabelais. Je tiens d'ailleurs à dire un grand bravo à l'Université de Tours et l'UEHCA pour cette initiative qui met, comme l'a écrit le président Giacometti, en avant le végétal. C'est vrai que le végétal aujourd'hui monte en puissance, on n'y pense pas toujours, mais des végétaux, il y en a également dans l'océan. Je voudrais saluer rapidement les amis et collègues qui sont présents à cette table ronde, à commencer bien sûr par Elisabeth Vallet, la directrice d'Éthique Océan, avec laquelle j'ai beaucoup échangé avant aujourd'hui. Également Hélène Marfin, que je ne vois pas assez souvent. Jérémy Courrier, que je vois assez régulièrement. Jérémy est un ami qui s'est brillamment illustré à l'occasion du concours Relinger et je crois qu'il sera mon porte-parole avec Elisabeth à l'occasion de cette table ronde. Et puis Jean-François Arbona, que je n'ai pas eu encore la chance de rencontrer. Alors, avec Valérie, qui est l'opératrice qui filme en ce moment, avec Valérie, mon épouse, nous avons créé une entreprise qui s'appelle les Jardins de la Mer au Croisic, après tout un parcours qui a débuté il y a longtemps et qui nous a toujours finalement permis de garder les mains ou les pieds dans l'eau. Je vais résumer et rassurez-vous, je ne serai pas très très long pendant cette petite vidéo. Moi, je suis né dans une famille de paludiers du côté de ma mère et du côté de mon père.
j'ai fait mes premiers pas entre la saline de Saint-Goustan au Croisic et les rochers de la plage du même nom, situés à proximité immédiate de cette saline. J'ai d'abord travaillé avec mes parents dans ce domaine de l'aquaculture avant de rejoindre avec Valérie au milieu des années 90 le monde des grands aquariums. Nous avons contribué à la mise en place de l'aquarium de Saint-Malo et tout de suite nous sommes intéressés à la pédagogie. C'était important de faire de ces outils que sont les grands aquariums des outils pédagogiques. Donc déjà on a commencé à s'intéresser aux algues et qui sont quand même le décor, si je puis dire, de toute la vie marine. Sans les algues, on sait qu'il n'y aura pas grand-chose dans les océans. Et puis en 2000 on m'a confié la direction générale de l'aquarium de Lyon. Ça a été mon dernier poste en tant que salarié. Nous sommes revenus au Croisic sur finalement les terres où j'avais passé mon enfance. Et là, nous avons créé cette ferme marine, les Jardins de la Mer, en 2007. Malheureusement pour nous, à l'époque, notre idée, c'était de conduire une activité d'écloserie et de nurserie d'huîtres et de palourdes. Mais une pandémie a vraiment touché les naissins à cette époque et nous avons dû, dès 2012, rebondir. Et c'est là que nous nous sommes intéressés aux macroalgues, sachant que précédemment, j'avais été amené, déjà avec mes parents à l'époque, mais surtout au début autour de 2010, j'avais été amené à maîtriser déjà la culture des microalgues. Alors, en 2012, donc, nous avons rencontré un chef étoilé, Guillaume Brizard, qui était chef du fort de l'océan au Croisic, et nous lui avons présenté des algues, ainsi que d'ailleurs quelques plantes sauvages du bord de mer. Il a été tout de suite enthousiasmé par ces produits d'une fraîcheur totale, et puis assez surprenant pour lui. Et ça a été le démarrage de toute cette aventure. En fait, notre idée, ça a été tout de suite si vous voulez, de toucher, de sensibiliser les chefs des restaurants gastronomiques en France à ces nouveaux produits, entre guillemets. Je ne sais pas si le terme produit est très adapté, mais en tout cas à ces végétaux marins, assez fabuleux. Je pense qu'à la table, il y a plusieurs personnes auront l'occasion de s'exprimer là-dessus. Et nous sommes restés sur ce créneau de la gastronomie. Donc aujourd'hui, nous livrons un peu partout en France, toutes les semaines, un grand nombre de chefs. Beaucoup sont étoilés, mais ce n'est pas nécessairement un critère. Ce qu'on recherche surtout, c'est un partage de valeurs avec des cuisiniers et cuisinières, de plus en plus de cuisinières d'ailleurs, qui ont à cœur de travailler des produits sains, qui viennent de la mer, qui n'ont pas d'ailleurs fait l'objet de sélection. La nature les a dotés de nutriments et de richesses nutritionnelles extraordinaires. Je pense que Hélène Marfin sera plus avisée que moi pour en parler tout à l'heure. Donc voilà, notre métier consiste sous couvert d'un agrément préfectoral toutes les semaines, toute l'année, à cueillir ces algues que nous rapportons ensuite à la ferme. Alors c'est important d'avoir en tête que le site est donc cette ancienne saline de mes parents, qui ont donc été paludiers et qui en même temps étaient pionniers de l'aquaculture en France au début des années 70, à la même époque où Pierre Molot faisait ses premiers pas également dans l'aquaculture. Pierre Molot, c'est un des spécialistes du plancton en France. Et donc avec mes parents, nous avons fait beaucoup de choses, surtout eux d'ailleurs. Ils ont un peu défriché le terrain. Et pour revenir donc aux algues, cette saline qui fait 7 hectares est alimentée en eau naturellement depuis les années 1450. Nous bénéficions de réserves d'eau de mer, donc renouvelées en permanence sur une superficie d'environ 2 hectares, et ça nous permet de conserver nos algues. Ça, c'est très important pour nous, dans une eau qui va être décomptée, purifiée. On a d'ailleurs un partenariat avec la Fac des Sciences de Nantes, le laboratoire Mer Molécules Santé, qui vient chercher son eau à la ferme, parce qu'ils estiment que c'est la meilleure qu'ils puissent trouver. Et ces algues sont donc remises à se détendre, si je puis dire, dans ce qui ressemble vraiment à une petite thalasso après la cueillette. Alors c'est une cueillette extrêmement raisonnée, au ciseau. D'ailleurs, nous avons contribué à la mise en place de cette législation sur la pêche professionnelle en Pays de la Loire il y a quelques années. Donc une cueillette au ciseau avec bien sûr des remontées d'informations à l'administration en fin d'année. On va dire que sur une cueillette par personne, puisque nous sommes 3 avec notre salarié Hélène, bientôt nous serons plus nombreux, mais bon, pour l'instant nous sommes 3. Nous faisons des remontées sur les quantités pêchées, le nombre d'espèces, etc. Alors on a une variété d'espèces,
qui est donc cueillie. Bon, voilà, des algues qui parlent certainement, qui vous parleront, notamment à Jean-François Arbonnat, mais pas que. Bon, ici, vous avez par exemple de la dulce. On va bien sûr cueillir de la laitue de mer. On va cueillir également du nori. Ces algues, on les vend essentiellement fraîches aux chefs qui ensuite vont être capables, et c'est d'ailleurs l'une de nos motivations, l'une de nos joies, c'est de voir la façon dont les chefs subliment ces algues. Alors, les chefs, pour vous en citer quelques-uns, Pierre Gagnère, Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic et beaucoup d'autres encore, qui ont cette capacité de tirer de ces aliments du futur et pourtant qui ont été consommés dans le passé, d'en tirer le meilleur. Nous produisons également un caviar d'algues qui est assez connu, qui finit également sur ces grandes tables et nous transformons également les algues à l'occasion pour en faire par exemple des paillettes ou les faire sécher entières, à l'exemple de ces spaghettis de mer. On peut également faire des tisanes avec les algues, on peut en faire des conserves, des épices, bref, beaucoup de choses. C'est un métier de passion qui nous vaut parfois des petits soucis comme ce petit blocage dont je suis victime aujourd'hui. C'est pas grave. Je crois que c'est important aussi de considérer que cette ressource n'est pas inépuisable, elle est renouvelable mais pas inépuisable. Donc c'est vrai qu'avec Elisabeth Valette, nous avons fait rentrer les algues dans le guide des espèces. C'est important de rappeler que cette ressource doit être gérée convenablement, aussi bien que le poisson doit l'être aujourd'hui. Et puis aussi, je voudrais ajouter que dans cette entreprise croisicaine, nous avons à cœur de conduire une activité tournée vers la transmission des savoirs, puisque entre le mois d'avril et le mois d'octobre, nous accueillons de nombreux groupes pour une découverte sur l'estran des algues dans leur milieu ou pour les cours de cuisine que donne Valérie. À cette occasion, on découvre toujours, et on est toujours surpris de voir l'engouement du grand public pour les algues, à telle enseigne qu'on retrouve souvent d'ailleurs des personnes après les ateliers découvertes, après les ateliers d'initiation. Nous les retrouvons dans les rochers en train de cueillir selon les bonnes pratiques qu'on leur aura fait passer. Voilà, écoutez, je ne veux pas être plus long. Merci déjà de m'avoir permis de porter ce témoignage. Je vous souhaite une belle table ronde à l'image de cette thématique, la mer jardin de demain. Moi j'ai envie de vous dire de toute façon, oui bien sûr que c'est le jardin de demain, ça l'a été autrefois, ça le redevient aujourd'hui. Simplement, il faut le faire de façon raisonnable et intelligente. Et je pense qu'en gardant donc ces valeurs, on pourra permettre aux générations futures de profiter de l'océan et de ses richesses comme nous l'avons fait, nous, jusqu'à aujourd'hui. Merci à vous et bonne journée. Merci à Jean-Marie pour ce témoignage malgré ses soucis de santé. Et Hélène, vous connaissez bien l'activité de Jean-Marie. Est-ce qu'il y a beaucoup de cueilleurs d'algues comme lui sur le littoral français? Et même s'il évoque que son activité est réglementée, est-ce qu'il n'y a pas des risques quand même de voir la ressource être un petit peu trop maltraitée, d'autant que le grand public aussi s'intéresse de plus en plus à ces cueillettes? Alors c'est vrai qu'en France, les algues elles sont principalement récoltées sauvages. La culture est en développement, donc Jean-François pourra mieux en parler que moi puisqu'il est algoculteur. Mais c'est vrai qu'en France, on est actuellement sur un gisement sauvage principalement. Donc il y a des algues qui sont récoltées en bateau, qui vont permettre de fournir des alginates. Et il y a des algues qui sont récoltées à pied, donc par des goémoniers. Donc l'ensemble des goémoniers se situe en Bretagne et maintenant c'est vrai qu'on commence à voir des récoltants à pied, donc des goémoniers en Vendée, enfin dans les pays de la Loire, dont Jean-Marie. Donc c'est une activité très réglementée, donc c'est souvent le comité régional des pêches qui établit le nombre de licences de récolte. Ça lui permet de suivre en fait le nombre de personnes qui vont aller cueillir des algues. Ces personnes qui cueillent des algues qui ont une autorisation professionnelle doivent déclarer la quantité d'algues récoltées,
l'espèce et le lieu. Et pour certaines algues fortement récoltées, il y a des zones de jachère qui sont instaurées pour permettre à la biomasse de repousser. Donc, du fait de ces contraintes réglementaires et de ce suivi, on peut dire qu'il y a vraiment une gestion durable de la ressource. Et en Bretagne, en tout cas, je sais qu'ils ne veulent pas augmenter le nombre de récoltants. Et même s'il y a une demande maintenant de plus en plus du marché, on sait qu'on n'aura pas forcément beaucoup plus d'algues, surtout sur certaines espèces, parce qu'il n'y en a pas plus et il ne faut pas en récolter plus, sinon on risque que ce soit délétère pour l'environnement. On parlait de la récolte de loisirs. C'est vrai qu'il y a un projet aussi de pouvoir peut-être dire aux gens qui vont eux-mêmes tout seuls récolter des algues, de garder du bon sens comme on fait de la pêche à pied pour d'autres espèces marines, et de récolter uniquement ce qu'on va consommer et de ne pas récolter plus ce dont on a besoin pour ne pas non plus épuiser la ressource. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que la récolte est vraiment gérée. Et il existe d'ailleurs un guide des bonnes pratiques de récolte accessible sur Internet qui vous donne vraiment les saisons, les techniques de récolte pour ne pas épuiser la ressource. D'accord. Et par rapport à la production et la commercialisation des algues en France, hein, avant de passer à l'activité de culture avec Jean-François, je crois qu'il y a un nombre d'espèces limité au niveau de l'autorisation des espèces commercialisées en France. Comment se passe cette réglementation en termes d'espèces commercialisables? Oui, alors là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'en France, l'algue, ça n'a jamais été traditionnel dans notre régime alimentaire. C'est vrai que ce n'est pas inscrit dans notre patrimoine culinaire. C'est vrai qu'ici, on est dans une université qui traite de la sociologie de l'alimentation. J'entendais parler de l'alimentation médiévale ce matin. C'est vrai que les algues, même en Bretagne, ça n'a pas vraiment été consommé. Au mieux, on emmenait les animaux paître sur l'estran. Il y avait quelques tradition de récolter du pioca ou du lichen, enfin une algue qui blanchissait un peu sur l'estran pour faire du flan, du blanc mangé, donc pour avoir cette fonction gélifiante, mais on ne la consommait pas tellement. Donc c'est vrai que du point de vue alimentaire et du point de vue réglementaire, c'est considéré comme un nouvel aliment. Et de ce fait-là, en France et en Europe, il y a une réglementation en fait qui régit ce qui est les nouveaux aliments. Donc, historiquement, il y a 20 ans en France, quand vraiment, que dis-je, 20 ans, 30 ans, oui, 30 ans au moins, en fait, quand la filière vraiment d'algues s'est mise en place en France, il y a eu une liste d'algues qui a été autorisée à la consommation alimentaire. Alors, ce n'est pas forcément que des algues bretonnes, en fait, parce que là, on dissocie, en fait, ce qui est présent sur notre territoire et puis ce qu'on peut consommer dans l'assiette. Il y avait aussi des algues d'importation, enfin, il y avait aussi la spiruline, par exemple. Donc, voilà, il faut savoir qu'en France, en Europe, les algues, ce sont des nouveaux aliments et il y a une liste d'algues qui est autorisée à la consommation. Donc depuis cette première liste où il y avait une douzaine d'espèces, maintenant on est plutôt à une trentaine, voire quarantaine d'espèces de macro- et micro-algues qu'on peut consommer. Voilà. Il y a loisir de s'amuser, je pense, en cuisine et d'en profiter, de tirer parti de ce qui est déjà possible d'utiliser. Merci Hélène. Jean-François Arbonnat, donc vous ne cueillez pas les algues, vous les cultivez. Vous êtes algoculteur, vous êtes un des pionniers dans ce secteur en France. Votre projet est né dans les années 80 et à une époque où l'intérêt pour ces végétaux marins n'était pas très marqué en France. Donc comment vous est venue cette idée de vous lancer dans cette démarche? Comment vous avez senti en fait cette tendance arriver? Parce que c'était quand même un pari risqué. Et comment vous fonctionnez? Comment votre entreprise
fonctionne et comment on cultive des algues. Voilà, parce que vous les cultivez en terre et en mer, je crois. Donc dites-nous tout sur la culture des algues. D'accord. D'abord, merci à l'Université de Tours de m'avoir invité, puis de permettre ce focus sur les algues. Alors, bon, en ce qui me concerne, je suis effectivement algoculteur. Alors, je vais essayer de synthétiser parce que c'est vrai que ça fait un peu long, mais c'était pas un pari sur l'avenir en fait. C'était plutôt une démarche personnelle, une initiative personnelle qui est venue par le biais d'un changement d'alimentation de ma part, où je me suis intéressé à 1979, pour être précis, à l'alimentation beaucoup plus végétarienne, type macrobiotique, céréalienne, etc. Et parmi les nutriments qu'il y avait, j'ai découvert les algues, non pas en tant que malouin, je suis né à Saint-Malo, les pieds dans l'eau, donc les algues pour moi c'était sur les rochers, pendant les grandes marées, où j'allais ramasser les crabes, donc je cherchais les crabes sous les algues, mais jamais j'aurais eu l'idée d'en manger. Et donc avec cette alimentation-là, plutôt végétarienne, j'ai découvert qu'on mangeait des algues, et j'ai trouvé ça super bon. Mais elles venaient toutes du Japon. Et j'avais un ami qui lui importait des produits naturels. On ne parlait pas de bio à cette époque. Produits naturels, c'était un des premiers à faire venir le tamari, le tofu. Tout le monde connaît ça maintenant. Et à cette époque-là, il faut remonter à 40 ans, c'était plus confidentiel. Bon, bref. Et donc, il me dit, ben toi, Saint-Malo, des algues. Et donc, c'est parti comme ça. Voilà, c'est parti comme ça. Je n'ai pas fait un business plan à 40 ans d'écart, ça aurait été effectivement risqué. C'est venu comme ça et c'était une passion, ça c'est vrai, immédiate. Bon, rien ne me destinait à ça. Moi j'étais étudiant en droit, donc vous voyez qu'il n'y avait rien à voir. Et donc j'ai récolté des algues pour cette personne-là. Alors c'était assez folklorique, je les faisais sécher au feu de bois, enfin, avant de trouver le bon truc. Mais curieusement, et je ne l'explique pas, c'était immédiat, la démarche de cultiver, j'ai eu ça tout de suite. Récolter, c'est une chose, mais ça s'est imposé. Donc c'est là qu'a démarré tout un périple, avec parfois des coups de chance. Il fallait un petit peu de matériel. En plus, culture des algues, c'est 1980, 82, 3, il n'y avait rien. Donc j'ai pu... grâce à une bourse de la fondation Bleustein-Blanchet pour la vocation, c'était le fondateur de Publicis, qui agisse toujours, récompense des idées originales. J'ai pu avoir une bourse pour aller étudier en Corée du Sud, 82, 83, et donc les techniques de culture, je suis revenu et je les ai mises en pratique à Saint-Malo, dans l'estuaire de la Rance. C'est parti comme ça, avec des années de diable par la queue, mais aussi des années intéressantes parce qu'il y avait un moteur assez inexplicable. Donc de fil en aiguille, je me suis retrouvé une dizaine d'années plus tard à transférer des techniques de culture en Irlande pour l'université de Galway dans le Connemara. Et donc je suis allé pour 1 an, j'y suis resté 7 ans, ça m'a permis de reprendre des études en même temps de biologie marine et de développer la culture d'algues autour de fermes de saumon ou pour alimenter les fermes d'élevage d'ormeaux ou d'oursins, tout en, moi, me perfectionnant sur les aspects biologie marine plus général et dans les techniques aquacoles, puisque j'étais dans le labo de recherche appliquée de Carnat, où tout ce qui se faisait en aqua, si vous voulez, était développé là. Donc, je schématise un petit peu. Et je suis revenu en 2000 en France. Mais entre-temps, j'avais commencé les cultures d'algues, toujours depuis 83, à Saint-Malo. Donc j'étais entre un pied dans chaque pays. Donc voilà pour le schéma de la chose. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, les algues, il faut savoir qu'elles, comme disait Hélène tout à l'heure, ne font pas de fleurs, n'ont pas de racines, etc. Sont des végétaux particuliers. Et également, elles n'ont pas de graines. Elles ont différents types de reproduction, mais un des plus partagés dans les algues est reproduction par spore.
Une spore, c'est une petite cellule microscopique qui va de 5 microns, alors c'est pas un micron, c'est un millième de millimètre, à 20-30 de diamètre, donc c'est vraiment très petit. Et pour cultiver les algues, la plupart des techniques font appel à la connaissance des cycles de reproduction. Il faut donc leur faire émettre leurs spores par des moyens mécaniques très simples. On les fait sécher un tout petit peu à température ambiante, il ne faut pas les matraquer. On les plonge dans l'eau de mer, je schématise toujours. Et les spores sont émises par millions. Et de là, on les fait se coller toutes seules. Hein. Ces spores nagent, pas pour toutes, mais on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'on va s'y perdre. Et elles se plaquent sur, par exemple, des capteurs, des collecteurs, une technique de captage, en fait. Ces spores vont germer, devenir des petites plantes, et alors on peut les transférer en mer sur des grosses cordes. On enroule cette petite cordelette ensemencée en écloserie, où les bébés algues vont pousser, vous les transférez en mer. Cette petite cordelette est donc à nouveau enroulée sur une grosse corde, et donc les algues vont grandir, développer des crampons qui s'accrochent très bien fermement, et vos algues vont se développer, vivre leur vie d'algues, mais au lieu d'être accrochées naturellement à un substrat rocheux, elles sont sur une corde. Ce que tout un chacun qui a un bateau connaît, puisque la plupart des gens arrivent prendre leur bateau aux vacances et commencent à pester sur les algues qui sont accrochées sur l'air mouillage ou sur la coque. Donc elles font leur métier d'algues, elles s'accrochent et elles poussent. Donc ça, c'est mon activité. Et ça se passe un peu toute l'année, parce que vous avez des cycles de production annuels. Généralement, pour les algues brunes que nous cultivons majoritairement, on fait les semences en fin de l'été. La partie écloserie va jusqu'à novembre, décembre, grosso modo. Hein, et les transferts en mer sont progressifs pour des récoltes qui peuvent commencer à avoir lieu fin mars, début avril et jusqu'en juin. Surtout pour les algues brunes. Sur les espèces cultivées, je continue dans l'ordre de vos questions, essentiellement des algues brunes de type laminaire. Alors dans le nom laminaire, on a déjà la forme, des algues en forme de lame, qui sont généralement des grandes algues de 1, 2, 3 mètres de long. Parmi ces espèces, une bien connue, qui est la Lundaria pinnatifida, c'est des noms un peu barbares, mais toutes les algues, plus connues sous le nom de wakame, qui, alors, on en parlait justement, n'est pas une algue initialement originaire de l'Atlantique, mais qui est venue il y a, on va dire, 50 ans, par accident, avec du essaim d'huître. À l'époque où l'ostréiculture connaissait un de ses premiers pépins, parce que Jean-Marie en a rappelé un autre, et il y a eu déjà des pépins par le passé. Donc des huîtres japonaises ont été importées en catastrophe par Ifremer, mises en attente dans les temps de Taux, près de Sète. Et donc là, certaines algues sont apparues, qui se sont bien plues, et Ifremer a donné son feu vert à leur culture dans les années 80-82. Mais ce n'est pas la seule espèce que nous cultivons, c'est la même famille. Vous avez la Laria esculenta, une très belle algue que tu es en train de mettre à l'honneur, j'ai vu sur tes derniers ouvrages. Tu as raison, c'est une très belle algue. J'ai eu le plaisir on va dire, c'est prétentieux, mais mettre sa culture au point en Irlande, justement, où on l'a systématisée. C'est une cousine atlantique de la wakame, très belle algue, très fine, qui a goût d'amande. On cultive des laminaires type Laminaria digitata, Saccharina latissima, une algue avec des bords un peu gaufrés. Alors, moi et d'autres algoculteurs, on a commencé par ces espèces, d'abord parce qu'il y avait une demande, et sinon ça n'aurait jamais existé, l'algoculture aurait fait un flop commercial, et donc pas d'argent, pas de nerf de la guerre, pas de suite, idée morte. Donc heureusement qu'il y avait cette demande, et aussi parce qu'elles sont grandes, lourdes et permettent une biomasse suffisante pour rentabiliser un essai. Il faut savoir que quand vous cultivez en mer, sur des cordes, vous avez un diamètre de 25 ou 30 mm, mais vous utilisez presque rien de votre surface.
Et donc, si vous cultivez des algues qui, sur 1 mètre linéaire, vous donnent 500 grammes d'algues fraîches, divisé par 10, en gros, pour sécher, il vous reste 50 grammes. Vous voyez, quelque part, il y a des coûts près qui tombent. Et donc, la culture des algues brunes a permis de donner une existence, même si elle était très modeste, économique, à cette activité. Par la suite, on a pu développer d'autres espèces de rendement plus faible, mais avec des coûts peut-être plus élevés, et passer plus récemment à la culture à terre, en bassin, d'algues sauvages. Je schématise toujours, parce que sinon on va peut-être un peu lasser l'auditoire, ou ça va être trop long. Mais c'est très très bien de pouvoir faire ça, parce que c'est une deuxième possibilité qui limite aussi les risques en mer. Il y a eu beaucoup de casses, il y a eu pas mal de malveillance, même si maintenant c'est mieux intégré, mieux compris la démarche. C'était quand même lourd à supporter. Vous avez quand même des risques, alors là, incontrôlables. Il y a 3 ans, on en a pris une en pleine poire, si j'ose dire. On ne sait pas pourquoi. Au moment des récoltes, on a eu une invasion de naissins de petits gastéropodes, de petits bigorneaux, pour faire court. Ils ont dévoré en 15 jours toutes les cultures et il ne restait plus rien, quoi. Et ça, vous ne pouvez rien faire, juste regarder. Donc, à terre, vous avez une sécurité pour cultiver d'autres algues qui n'ont pas besoin d'être fixées sur des supports. Je pense aux ulves, je pense peut-être à des palmarias, des dulces, etc. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut faire sur les techniques, on va dire en Bretagne ou en Europe. D'accord. Et quels sont les usages de vos algues? Vous les destinez vers quelle destination prennent vos algues? Alors, 2 destinations principales. L'alimentaire, bien sûr, on va dire 50%, et 50% la cosmétique. En alimentaire, c'est à destination de tous les horizons. Ça peut être dans des magasins bio spécialisés comme de la grande distribution, puisque tout le monde maintenant veut des algues, en gros alimentaires, ou bien vrac vers des transformateurs qui font des tartares, des préparations. Oui, c'est tous azimuts. En cosmétique, en ce qui nous concerne, c'est soit des algues brutes, mais cultivées à façon. Certaines espèces qui ne sont pas évidentes à trouver et autres, on nous demande, pourriez-vous cultiver ça? Et donc, on le fait, ou on ne peut pas, et auquel cas, où on peut, mais économiquement parlant, ça n'a pas de sens, parce que c'est des algues qui ne pèsent tellement rien que c'est inapprochable. Donc, dans la cosmétique, on vend essentiellement en matière première fraîche ou séchée, puisque là, vous allez faire quand même un métier beaucoup plus pointu, qui est celui d'extracteur, où là, vous allez extraire des algues, différents composés, qui sont souvent fragiles ou pas toujours faciles à extraire. Donc voilà les 2 destinations essentielles. D'accord. Je pourrais ajouter une 3e dimension qui se fait jour, qui est en fait celle que personnellement, j'aurais voulu la développer tout de suite, mais c'était trop tôt, qui est tout ce qui est, on va dire, biorémédiation. En gros, c'est une sorte de paysagisme marin où on peut réhabiliter des sites endommagés, des avant-ports, ou habiller des récifs artificiels, recréer toute une vie autour, puisque dans les cultures d'algues, vous avez une vie énorme, une chaîne alimentaire qui se met en place. Donc voilà le 3e axe que nous sommes, nous, en train de pouvoir enfin mettre en pratique et développer. D'accord. Merci Jean-François. Je me tourne vers Jérémy, non pas en tant que chef pour le moment, on ne va pas parler tout de suite de cuisine, mais Jérémy, tu as eu l'occasion de cueillir les algues avec Jean-Marie. Est-ce que tu peux nous partager de ton expérience de cueilleur d'algues, les bottes aux pieds dans les rochers de la presqu'île de Guérande? Bien sûr, avec plaisir. Tout d'abord, je tenais à vous saluer tous qui êtes avec nous aujourd'hui et remercier également Elisabeth et l'Université de Tours qui m'ont invité pour cette jolie table ronde et surtout ce joli sujet qui me tient, moi, particulièrement à cœur. Donc effectivement, oui, le site de Jean-Marie, je le connais très bien. Je lui dis toujours en rigolant que c'est ma 2e maison. C'est un havre de paix, c'est reposant, c'est merveilleux. On est au contact
en direct de la nature. Quand on arrive là-bas, on a l'impression d'être dans un monde un peu émerveillé. Il y a les oiseaux qui chantent, il y a des petites fleurs un peu partout. Donc, je le raconte peut-être, on a l'impression que c'est peut-être un peu un conte de fées, mais c'est vraiment comme ça que moi je situe ce lieu. Donc oui, effectivement, on a été plusieurs fois à la cueillette ensemble, notamment en ce temps de confinement où j'avais beaucoup plus de temps, moi, à ma disposition pour justement faire des choses que je n'avais pas forcément le temps de faire auparavant. Donc la cueillette d'algues, hein, c'est très simple, on prend une paire de bottes, un ciseau, un seau, et puis on emmène notre bonne humeur avec nous, et on file dans les rochers, on crapahute un petit peu à droite à gauche, et puis on va au contact avec ces merveilles de la nature. Hein. C'est vraiment une osmose entre l'homme et la nature. Cette cueillette, c'est vraiment un monde... c'est vraiment bizarre à expliquer, c'est une sensation qui est très étrange. Faut vraiment aimer la nature, faut vraiment aimer la passion, faut aimer l'océan, et on est là, on est plongé dans l'océan, dans les rochers, et on profite, on découvre ces algues qui sont toutes différentes les unes des autres, pardon, et on découvre également des endroits qui sont magnifiques, qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'il faut marcher un petit peu pour aller au contact des algues. Forcément, on va pas ramasser les algues qu'on va retrouver directement au bord de mer où on a l'habitude d'aller à la plage. Il faut marcher, il faut aller à la découverte un petit peu, il ne faut pas hésiter à se pencher, il ne faut pas hésiter à soulever des rochers, etc. Et c'est vrai que c'est un monde qui est très particulier, qui est passionnant, et qui me passionne en tout cas. Ouais. Donc on attend la marée basse et voilà, c'est ça. On attend la marée basse, et puis forcément, quand il y a des grandes marées, c'est encore mieux, parce que ça nous permet de descendre encore plus loin dans l'estran, et donc d'avoir des espèces qu'on ne va pas forcément retrouver, elles, plus proches de la côte. Donc oui, voilà, c'est un monde qui est très très bien, et j'invite moi tout le monde à le faire. Hein. C'est pas compliqué, on n'est pas très loin de la mer, et puis dans le respect le respect toujours. Et on parle de cueillette, réglementation. Comme on viendrait cueillir un champignon, il faut respecter ces végétaux. Hein, voilà, c'est des superbes ressources que nous offre la planète. Donc il faut les respecter comme toute autre ressource. C'est nous notre rôle, je dirais même majeur, hein, principal en tant que chef, en tant qu'ambassadeur de tout ça. Nous on a la chance de pouvoir extérioriser, représenter, et puis en parler, et d'en parler à travers aussi nos assiettes, nos créations. Donc c'est hyper important, nous, de mettre ça en avant, et il faut le faire, et c'est important pour la planète, pour tout le monde, pour nos futures générations également. Donc il faut le faire avec passion et avec soin toujours. Merci Jérémy. Vous parliez, Jean-François, de saison tout à l'heure dans la culture aussi, enfin, que vous suiviez des rythmes de saison dans le milieu sauvage. Donc j'imagine que dans le milieu naturel, il y a des saisons pour ces algues. Quelles sont-elles ? Est-ce que l'année est rythmée ? Alors on n'a pas Jean-François, Jean-Marie pour en parler avec nous, mais vous pouvez peut-être répondre, Hélène ou... Alors, la meilleure saison pour aller récolter des algues, c'est au printemps. C'est vrai que les algues de culture, on va être fin d'hiver, début de printemps jusqu'au début de l'été. Mais c'est vrai que sur les algues sauvages, alors certaines algues, il y a des dates de récolte qui sont instaurées. Mais globalement, c'est vrai que c'est vraiment le printemps, là où il y a le plus de lumière, puisque c'est vraiment la photopériode qui va faire que les algues vont pousser le mieux. Donc printemps, elles sont vraiment très belles. L'été, peut y avoir beaucoup de soleil, et les algues, elles vont avoir du mal parfois à supporter tout ce soleil. Parfois, elles blanchissent un peu, elles commencent à se dégrader, les températures montent, elles n'aiment pas trop. Et puis, à l'automne, voilà, il peut y avoir de la repousse. On a aussi des algues qu'on va récolter à l'automne. Et souvent, l'hiver, c'est vraiment pas une période propice pour la récolte des algues. Uniquement ce qu'on appelle le goémon noir, ou ce qu'on peut appeler c'est les algues de haute plage qu'on peut retrouver parfois dans les bourriches d'huîtres, ou que vous vous amusez parfois à claquer les vésicules là, sur les rochers, c'est Ascophyllum. Ça, c'est des algues qu'on peut retrouver toute l'année en haute plage, parce que c'est des algues qui sont pluriannuelles. Il peut y avoir 5-6 ans de croissance. Voilà. Mais c'est vrai que pour les algues alimentaires, c'est vraiment le printemps la meilleure saison. D'accord, merci Hélène. Et une dernière question avant de passer à l'aspect cuisine. Quels sont les intérêts nutritionnels des algues ? Est-ce que les algues ont un réel intérêt
On entend parfois dire que c'est surtout la saveur, le rêve de la mer, de l'océan, mais qu'on n'assimile pas nécessairement, notre organisme ne sait pas forcément assimiler tous les bienfaits des algues. Qu'en est-il de la réalité de la nutrition au niveau nutritionnel ? Alors c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi manger des algues. Donc j'étais intéressée d'écouter le chef, parce que c'est déjà un voyage en fait. De commencer à mettre des algues dans son assiette, c'est un voyage, et on va vers l'océan. Donc c'est une découverte culinaire, et c'est d'abord du plaisir. Avant de parler de nutrition, moi c'est important de dire qu'on se fait plaisir, on va manger quelque chose qui peut être savoureux avec des algues. Concernant l'aspect nutritionnel, c'est vrai que les macroalgues, il faut les envisager comme plutôt dans la catégorie des légumes. Donc, c'est des végétaux qui vont être intéressants par leur richesse en fibres, donc en glucides complexes, et sont des végétaux qui vont être complémentaires aux légumes terrestres, parce que les fibres qui sont présentes dans les algues sont différentes de celles des végétaux terrestres. Donc dans la carotte, la salade, la tomate, on sait, voilà, il y a de la cellulose, il peut y avoir de la pectine. Dans les algues, c'est d'autres types de fibres qui sont présentes, qui ont des structures complètement différentes et qui vont avoir des propriétés biologiques différentes. Donc c'est ça qui est intéressant dans les algues. Deuxième compartiment très important dans les algues, c'est les minéraux. Les algues poussent dans la mer. La mer contient beaucoup de minéraux. On dit qu'on a toute la classe des éléments de Mendeleïev dans la mer. On a tous les éléments minéraux, les oligo-éléments. Donc on les retrouve dans les algues avec des concentrations parfois notables. Donc une signature marine dans les algues, c'est vraiment la teneur en magnésium, qui est très importante, et la teneur en iode. Donc ça, c'est des richesses très importantes, plus le potassium. Et certaines algues vont être très riches en calcium. Après, bon, ça va être du cas par cas. Mais globalement, beaucoup de minéraux. Et enfin, le troisième groupe de composants, ce sont tous les antioxydants. Les algues, elles vivent finalement dans un univers un peu stressant entre marée haute, marée basse. Elles doivent se protéger des rayonnements du soleil. Certaines sont exposées beaucoup au soleil, d'autres moins. D'autres sont moins exposées, mais elles doivent capter l'énergie lumineuse. Donc tout ça fait qu'elles contiennent beaucoup de composés antioxydants. Donc ça va être des polyphénols, des caroténoïdes, du bêta-carotène, d'autres composés qu'on ne trouve pas dans les légumes terrestres. Voilà, donc ces trois types de nutriments me semblent importants à souligner. Fibres, minéraux, antioxydants. Après, on trouve un petit peu de vitamines, on trouve un peu de protéines, il y a des lipides oméga 3, mais les quantités sont un peu moins importantes. Donc, si on devait retenir qu'une chose, c'est vraiment fibres, minéraux et antioxydants. D'accord. Donc, les algues sont vraiment bonnes pour la santé. Mais oui, vous en doutiez. Non, mais en tout cas, on assimile tout ça. On sait assimiler tout ça. Oui, les fibres, c'est important. Comme pour les légumes, c'est très important pour le transit. Il peut y avoir des effets potentiellement prébiotiques. Et on a pu montrer, il y a des études qui montrent que certains minéraux sont assimilés, sont biodisponibles à partir des algues. D'accord. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une anecdote que l'on m'a racontée? Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est la réalité? On dit que les Japonais disposent d'une enzyme qui leur permet de mieux digérer les algues et que nous ne disposons pas de cette enzyme dans notre organisme. Est-ce que c'est vrai? Oui, alors c'est vrai, c'est une étude qui date d'une dizaine d'années maintenant. C'est une belle étude qui avait été publiée qui a été publiée dans Nature et qui a été faite par les chercheurs de la station biologique de Roscoff, qui est un centre CNRS très réputé dans le domaine des algues. Et en fait, ils avaient étudié le microbiote d'une population, d'un groupe de Japonais, en comparaison d'un groupe d'Américains. Et ils avaient trouvé dans le microbiote des Japonais une enzyme. Donc les bactéries du microbiote avaient intégré une enzyme qui leur permettait de dégrader des fibres du nori, donc vous savez l'algue qu'on va retrouver autour des maquis, tandis que le microbiote des Américains
ne contenait pas cette enzyme. Et donc, c'était beau parce que ça illustrait en fait que finalement, on est transformé par ce qu'on mange, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on mange peut arriver à... Ça permet de nous constituer, puis ça permet aussi de modifier notre microbiote. Et c'est vrai que les Japonais, donc c'est traditionnel, donc ça fait c'est générationnel qu'il y ait pu y avoir un transfert de gènes entre des bactéries marines à la surface du nori et avec les bactéries du microbiote. Une belle histoire. Donc venons-en à la cuisine. Maintenant, Jérémy, tu aimes particulièrement travailler les algues. Comment est né cet intérêt que tu as pour ces végétaux et comment tu les cuisines? Alors c'est un intérêt que j'ai depuis longtemps. Déjà, je suis natif de Loire-Atlantique, donc j'ai toujours vécu en bord de mer. Cette passion de l'océan que j'ai depuis toujours. Voilà, c'est des souvenirs d'enfance où j'allais dans les rochers, que ce soit avec mes parents ou mon grand-père aussi, notamment du côté de Saint-Brieuc en Bretagne. Donc j'avais toujours eu cette approche avec l'océan, avec la mer et forcément avec tous les produits qui composent cette merveilleux océan. Et c'est à force, avec le métier, l'expérience, commencer par avoir une vision, on va dire, un peu plus générale, comme tout le monde, on pourrait l'avoir ici dans la salle, de savoir à quoi ressemble une coque, une huître, etc. Mais après, d'un côté professionnel, d'un côté cuisinier, on a cette passion qui nous amène à découvrir, à aller au-delà, à vraiment découvrir tous ces produits, apprendre. Et c'est petit à petit comme ça que j'ai vraiment appris à aimer les algues d'une autre façon, comme on l'évoquait tout à l'heure. Les algues, quand j'étais jeune, jamais j'aurais pu peut-être imaginer pouvoir en manger. Mais voilà, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est d'être toujours à la découverte, découvrir de nouveaux produits, d'être toujours dans cette phase de test, d'essayer de comprendre aussi, c'est important, de comprendre le pourquoi du comment, et puis toute cette histoire qui fait que nous emmène à vouloir utiliser les algues. Je pense notamment aussi avec les différents chefs que j'ai côtoyés dans mon passé, essentiellement avec une signature très marine qui m'a fait moi aujourd'hui maintenant. Donc ça fait partie intégrante de moi, ça c'est une évidence. Donc voilà, c'est là où on va dire est né cet amour des algues et puis cet amour de toutes les ressources marines en règle générale. Alors comment cuisine-t-on les algues? Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Il faut, je dirais la meilleure façon de cuisiner les algues quand on n'a pas la patte d'un cuisinier, c'est de déjà respecter le produit et de ne pas chercher à le transformer. Voilà. On a déjà un produit qui est beau, qui est frais, donc je pense notamment aux algues de Jean-Marie qui nous arrivent au restaurant, elles sont toutes brillantes, elles sortent de l'eau, elles sont juste parfaites, juste naturelles. Donc, on a déjà ce beau produit avec un fort potentiel. Donc déjà, ne serait-ce que de l'essayer, à le manger cru, comme ça, tout simplement. Alors on peut le tailler un petit peu. Donc moi, je pense notamment, pourquoi pas le mettre à assaisonner une salade avec. L'été, on fait une salade avec des tomates, et on va venir émincer une laitue de mer un petit peu, ou une nori. Voilà, ça va ramener ce côté iodé, ce petit croquant sous la dent qui sera intéressant. Maintenant, il y a plein d'autres façons de les cuisiner. On peut passer, nous on fait également en sucré. On aime bien faire des brioches aux algues. Au restaurant, on fait une brioche qu'on fait aux algues. Donc avant chaque service, tous les jours, chaque client a sa brioche aux algues fraîches du jour. On fait également du foie gras aux algues, on fait des financiers aux algues, on peut faire des macarons aux algues. Enfin, il y a tout un panel à explorer qui est juste immense. Et je pense qu'on a peut-être vu 2 ou 3% des capacités de ce qu'on peut faire avec ce produit. Et c'est tous les jours, ça fait partie de notre métier, c'est de s'inventer, d'essayer des nouvelles choses et puis de se laisser guider par le produit, de l'écouter et surtout de le respecter et de le travailler à sa juste valeur. Donc recette salée sucrée, sans distinction, tout est possible. Salé sucré, tout est possible. Alors il y a des personnes qui auraient tendance à croire qu'une algue dans un plat va trop le saler, mais c'est totalement faux. Ça va simplement ramener un côté iodé comme un coquillage ou pourrait le ramener. Donc ça ne va pas forcément plus saler la préparation, mais on peut aussi bien faire du cru, du cuit, du chaud, du froid, du sucre, du sel. On peut vraiment tout faire avec les algues. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu as des algues de prédilection, certaines que tu aimes davantage travailler que d'autres? J'ai pas forcément d'algues de prédilection. J'aime bien varier en fonction des saisons. On parlait de saison tout à l'heure. Je pense notamment à l'algue poivrée qu'on a sur une courte durée qui est très intéressante, qui va ramener ce côté un peu piquant, un peu poivrant en bouche.
J'aime beaucoup la honori parce que la honori, on est sur des filaments d'algues vertes très très fins, donc qui sont hyper intéressantes, avec pas beaucoup de mâche, mais vraiment très très intéressantes. Et puis la dulce que tout le monde connaît la dulce, on va dire, c'est l'algue la plus connue avec la nori, que elle, j'aime plus travailler, qui pourra ramener un peu cette mâche, ce croquant un peu dans mes préparations. D'accord. Merci Jérémy. Alors, on voit que les chefs s'intéressent de plus en plus aux algues, le grand public également. Les algues sont de plus en plus présentes dans les magasins bio, par exemple. Comment vous voyez l'avenir du secteur des algues? Est-ce que c'est une tendance, est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que cette tendance va s'ancrer? Et quelles sont les perspectives de développement d'après vous? On va le faire à deux. Alors, moi, ça fait 20 ans, donc moins longtemps que Jean-François, que je suis dans le secteur. Et c'est une mode qui dure, donc pour moi, c'est une vraie tendance de fond. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on a l'impression que c'était soit des... Alors, sans vouloir... mais il y avait un peu des illuminés qui mangeaient des algues dans leur coin et qui étaient regardés bizarrement. Ou soit après, c'était des bobos un peu parisiens qui allaient manger des algues parce que c'était snob. Enfin, il y avait un peu ça. Maintenant, c'est plus du tout ça. Maintenant, c'est vraiment des gens qui s'intéressent à ce qu'il y a dans leur assiette, qui ont envie de découvrir de nouvelles saveurs, qui ont envie de végétaliser leur assiette, donc d'avoir le maximum de variété et de diversité dans l'assiette. Donc, c'est devenu un produit que tout le monde peut s'approprier. Et la distribution, maintenant, c'est vrai qu'on trouve des algues dans beaucoup de magasins. Donc, comment je vois l'avenir? Donc, ce sera quelque chose qui va rester finalement de fond dans notre cuisine et dont la culture va se développer en France pour pouvoir accompagner cette demande. D'accord. Donc, la culture qui se développe en France, comment voyez-vous les enjeux peut-être à relever, parce qu'il y a peut-être des conflits de sites, des conflits d'intérêts. Comment voyez-vous les choses? Non, pas réellement. C'est en train de se développer maintenant à vitesse exponentielle, de s'industrialiser. Donc, de toute façon, c'est une nécessité, puisque même s'il y a une gestion assez stricte de la récolte, l'activité de cueillette avec les licences, et bien, je sais aussi, parce que j'ai les deux casquettes, on a aussi des licences de récolte, ça n'empêche pas malgré tout que sur certaines zones, plusieurs équipes repassent. Et donc, d'un côté, on voit bien que, pour faire court, les gisements d'algues sauvages ne suffiront pas. Ou alors on laisse tout et ça va exploser et ça sera une catastrophe. Donc, ne suffiront pas de toute façon, et que la culture prend le relais. Alors, culture, bon, en Bretagne, bien sûr, il y a un tas de zones, mais en Europe, on a participé avec plaisir à certains projets, soit nationaux, soit européens, qui visaient justement à modéliser par pays, disposant d'un littoral évidemment, sur une espèce d'algue qui est choisie comme algue référente européenne, la Saccharina latissima, le combo royal pour ceux qui la connaissent. Et donc on voit bien que beaucoup de pays s'y mettent, donc quelque part il y a comme un foncier maritime très vaste. Et a priori, je pense que la production est appelée à suivre. Même en France, il y a des fermes qui font 400 hectares. En Norvège, on parle en milliers d'hectares maintenant. On a pu travailler avec des sociétés comme SES, Syntef, bon, le nom ne dit rien, mais qui sont en plus des gens qui disposent de conditions de travail privilégiées par rapport à des configurations géographiques, les fjords. Vous n'avez pas de vagues, vous n'avez pas de houle, comme nous, on en prend beaucoup en Bretagne. La mer est très dure. Là-bas, c'est quand même beaucoup plus protégé. Donc, ça va suivre, pour moi, ça va suivre en termes de production. Ça peut se jouer au niveau économique. En revanche, c'est une autre partition, puisque pour le même effort, la même capitalisation, j'entends par là ce que vous mettez dans votre matériel, le même temps, vous pouvez, sur 1 mètre linéaire, récolter 15 kilos d'une espèce donnée en Bretagne, vous aurez le double en Norvège. Parce que sur les algues brunes, il faut qu'il fasse plus froid, la phase de croissance végétative est plus longue. Et sur des marchés qui, on va dire, pour l'instant, s'européanisent,
on n'aura pas forcément en Bretagne les mêmes atouts que lorsqu'on avait surtout nos champs d'algues sauvages. Donc, mais sur l'avenir, je suis pas inquiet. La production et aussi il y a le développement des algues à terre. Je suis pas inquiet sur juste la difficulté d'accès au foncier maritime, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle les concessions sur le domaine public maritime. C'est pas évident, c'est pas facile. Ça pourrait peut-être être simplifié, mais je vois. Et en fait, pour conclure, il n'y a pas qu'en Europe. Dans le monde entier, aux États-Unis, il y a des fermes, des gigafermes. Peut-être éviter effectivement une dérive qui serait de privatiser quand même tout l'espace maritime, où là, ça pourrait être compliqué, par des jeux de groupe. Bon, là, c'est une autre histoire. D'accord. Et activités également très réglementées, comme pour les activités de cueillette. Vous évoquiez tout à l'heure le cas du wakame, donc, qui est strictement réglementé maintenant, parce que c'était une algue introduite, par accident, mais introduite. Toutes les algues cultivées sur le littoral français, voire européen, vous confirmez que c'est des espèces indigènes au lieu de production, et donc il n'y a pas de risque d'avoir des invasions d'espèces non indigènes? Non, sauf avoir des comportements, disons, de traverse, mais qui devraient normalement être détectés. Puisque lorsque vous demandez une concession, déjà vous devez prouver que vous avez des capacités professionnelles, ça passe par un certain nombre de diplômes spécifiques. Vous devez produire aussi un business plan qui montre que votre activité va tenir la route pour ne pas occuper indûment une zone qui pourrait être mieux exploitée par quelqu'un d'autre. Mais surtout, l'attribution, si vous voulez, c'est un arrêté, hein, l'arrêté d'attribution de concession porte sur aussi les espèces. Donc, a priori, les espèces sont listées. Et si vous avez une espèce qui n'est pas listée vous n'aurez pas votre concession. Voilà. Ceci dit, des comportements hasardeux, normalement, devraient être détectés et devraient pouvoir être arrêtés. Ça n'empêche pas, de toute façon, un métissage des eaux qui n'a rien à voir avec l'algoculture, tout simplement parce qu'il y a déjà d'autres espèces qui sont venues avec les eaux de ballast des bateaux. Vous venez du bout du monde avec un bateau, vous relâchez les eaux de ballast, c'est ce qui équilibre un bateau. Les spores sont relâchés, on l'a vu avec un tas d'espèces. On a parlé de la wakame à une époque, elle a fait un peu mais c'est classé, c'est autorisé, c'est clair. Il y a pas. Et d'ailleurs, elle n'a jamais rien envahi. En revanche, on est bien plus enquiquiné avec des espèces comme les sargasses, dont on ne fait pas grand-chose, qui, elles, sont vraiment envahissantes, parce que pas envahissant, il faut voir, il y a un côté spatial, mais il y a aussi un côté inhibiteur pour d'autres espèces, ce que la wakame n'a jamais fait dans les petits patchs qu'elle a pu créer autour et qui font, à la limite, le bonheur aussi des récoltants à pied, puisqu'il y a aussi on est bien content d'en trouver en sauvage. En revanche, le cas de la sargasse et d'autres espèces qui commencent à apparaître est plus préoccupant parce qu'elles font un peu le vide autour d'elles. On pourrait dire la même chose d'espèces animales qui se pointent dans les ruisseaux. Tout le monde connaît les écrevisses américaines, on connaît, enfin, vous voyez, les frelons asiatiques. Donc ça, c'est un autre phénomène, mais c'est pas lié à l'algoculture. C'est vraiment très, très, très réglementé et certains comportements ne peuvent plus avoir lieu. D'accord. Merci pour ces éclaircissements, Jean-François. Je pense qu'il est temps de passer la parole au public s'il y a des questions. Oui, il y a une main qui se lève au milieu, s'il vous plaît, oui, et à gauche. Oui, bonjour à tous les quatre. C'est une question plutôt pour Jean-François, je pense, et Jérémy. Je voulais savoir s'il existait une dimension de terroir au sein de l'algoculture, au niveau des caractéristiques gustatives ou peut-être nutritives. Est-ce que, par exemple, la dulce de votre région a un aspect différent que celle du sud? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, mais
Bon, on va le dire, j'ai 40 ans de plongée aussi, de maintenance et tout, et j'entends un peu haut. Est-ce que vous pourriez reprendre votre question? Je suis désolé, en fait, j'entends un peu mal. Sans être malentendant, c'est un peu juste. Non, je voulais savoir s'il existait une dimension de terroir au sein de l'algoculture. D'accord. Alors, ça, c'est une bonne question. On peut l'aborder sous deux aspects. Le premier, au niveau de terroir, comme on pourrait parler de terroir pour tout simplement un vin, etc., ou pour les qualités organoleptiques. Alors, oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Après, reconnaître une dulce du sud Finistère par rapport à une dulce... Mais on peut voir... on pourrait le dire. En revanche, où c'est plus important, c'est de le voir en termes, toujours liés à l'algoculture, c'était bien votre question, sur l'origine des semences, à partir de ce qu'on appelle les parents ou les géniteurs. Et effectivement, il y a une règle, on va dire non écrite, mais que normalement on s'applique à bien observer, qui veut ou voudrait que on prenne les géniteurs qui servent à faire les cultures au plus près de l'endroit où l'exploitation aquacole se trouve. Et c'était très bien comme ça. Ça a été un consensus, même si ce n'est pas une disposition pour l'instant réglementaire, c'est un consensus. Ça évite, si vous voulez, que les populations locales restent avec leurs particularités génétiques. Alors, on va dire que ça intéresse que les généticiens. Bon, bah déjà, ça intéresse quelqu'un. Mais en même temps, ça permet de jeter des bases sur un contrôle, et on y arrive, de ce que pourrait amener, j'essaye de peser mes mots, amener des cultures d'algues à très grande échelle, et on y arrive, par rapport à la dissémination des spores sur, je ne parle plus là en centaines d'hectares, mais en milliers d'hectares, d'algues domestiquées par rapport à, si vous voulez, les populations sauvages. Tout simplement parce qu'à partir de géniteurs que vous sélectionnez, si vous pratiquez une sélection variétale, c'est quoi une sélection variétale? Tout le monde le connaît, les agriculteurs ont les plus beaux chevaux, les plus beaux taureaux. Sur des aspects, il y a des critères visuels, mais derrière, il y a des critères génétiques. Si vous allez un peu plus loin, on peut favoriser telle ou telle espèce de culture qui, à un moment donné, tendra à n'être plus que celle-ci présente. Vous voyez, donc, en observant cette règle de prendre vos géniteurs localement, vous n'allez pas modifier, à peine de prendre les géniteurs tout de même, pas trop intra-population. Alors après, on part sur des notions plus pointues de génétique, mais normalement, si on observe ces pratiques, on ne devrait pas avoir ce problème. Est-ce que ça répond à votre question? D'accord. Oui, j'avais deux questions en fait. Je voulais savoir s'il y avait eu des études sur la pollution, parce que bon, on sait que par exemple les poissons peuvent concentrer des métaux lourds qui sont répandus dans les mers et les océans. Est-ce que c'est pareil pour les algues, ou est-ce qu'il y a un phénomène qui fait que les algues n'absorbent pas la pollution des mers? Et ma deuxième question, c'était par rapport à la consommation de certaines algues pour la santé, par exemple comme la clamate ou la chlorelle, et aussi la phycocyanine de la spiruline, par exemple pour les personnes atteintes de cancer. Je voulais savoir quel avis vous aviez sur la question. Est-ce que c'est un phénomène de mode, ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt sur la santé? On va répondre à deux, si vous voulez bien. Je peux parler en tant que producteur vis-à-vis de la réglementation, et notamment les métaux lourds, et Hélène, qui est au contact à la fois du réglementaire et aussi de l'analytique, aura un autre éclairage. En ce qui concerne la réglementation, il faut d'abord savoir et souligner que la France, pendant longtemps, a été le seul pays d'Europe à avoir une réglementation concernant la qualité des algues. Et ça nous a... au début, c'était un handicap. C'était mal perçu, mais en fait, c'est une très grande chance, parce que ça a permis justement de montrer que la qualité des algues produites, sauvages ou de culture, tenait la route. En principe, vous êtes tenu de prouver que vos algues
sont dans les clous en matière de métaux lourds, plomb, mercure, cadmium, arsenic minéral, zinc, enfin, ouais, voilà, et l'étain, pas le SN, pas Z, l'étain, entre autres. Et aussi, il y a une norme sur l'iode. Alors ça, c'est une première chose. Et donc, c'est un budget annuel, je sais de quoi je parle, puisque les analyses sont opérées sur la matière sèche que l'on envoie dans les laboratoires agréés. De temps en temps, on a aussi la visite inopinée de laboratoires des fraudes qui viennent prélever eux-mêmes et qui font leurs propres analyses et que l'on peut d'ailleurs... Et c'est très bien parce que vous pouvez dire en plus, personne ne peut vous suspecter d'avoir des analyses faites maison ou un peu... C'est vraiment très, très strict. Alors, sur les métaux lourds, qui pourraient effectivement constituer une pollution lourde, et la deuxième obligation qu'un producteur a, c'est la qualité bactériologique, c'est-à-dire toute la flore microbienne, la microbiologie. Ceci dit, pour remonter sur l'océan, les zones où vous pouvez récolter ou cultiver, au niveau de la culture, ce sont des zones qui doivent être classées, qui sont en principe classées. Alors, on ne va pas rentrer dans la réglementation, on y sera encore demain. En plus, il y a la bio là-dessus. Hein. Bon, je veux bien, mais je vais rester à Tours cette nuit. Mais c'est un vrai sujet intéressant. Et donc, les zones dans lesquelles vous devez travailler et récolter, étant classées par qui? Par Ifremer, sont en principe, enfin d'ailleurs pas en principe, en réalité, sont classées salubres A ou B. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas, sauf à en faire exprès, aller récolter des algues dans une zone qui ne serait pas salubre. Ou alors par inadvertance, mais... ça dénoterait d'une méconnaissance de votre propre terrain. Donc ça, c'est l'aspect réglementaire. Hein. Tu veux ajouter? Oui, je peux confirmer ce que tu dis, c'est-à-dire que dès le départ, en fait, je disais, les algues ont été considérées comme des nouveaux aliments, et dès le départ, il y a eu des recommandations très strictes en France pour respecter des seuils en métaux lourds. Faut savoir que ces seuils sont très bas, sont beaucoup plus bas que d'autres produits de la mer, donc sont très sévères. C'est un coût très important, c'est des analyses chères, les analyses en métaux lourds. Et comme le disait Jean-François, au départ, les producteurs d'algues, voilà, c'est un coût non négligeable, mais en même temps, c'est une force de l'algue alimentaire française, c'est de dire que dès le départ, ça a été des produits contrôlés et surveillés. Et oui, si vous cultivez des algues dans un environnement pourri, les algues, elles vont être pourries, elles vont capter ces métaux lourds. Ce n'est pas le cas en France. Les algues sont surveillées, les eaux sont surveillées, la qualité des eaux où on cultive, où on récolte des algues, elle est de bonne ou de très bonne qualité. Et puis après, il y a des notions d'espèces, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc voilà, je voulais confirmer ce que disait Jean-François. Au niveau européen, pour l'instant, il n'y a pas de réglementation harmonisée européenne sur les métaux lourds dans les algues. Ça va sûrement avoir lieu dans le futur. Actuellement, il y a un contrôle, une surveillance de toutes les algues dans tous les pays d'Europe pour savoir quelles sont les teneurs en contaminants, pour pouvoir ensuite fixer des seuils harmonisés. Parce que finalement, la France est la plus sévère. Ce n'est pas le cas dans les autres pays. Donc voilà. La deuxième question, c'était la chlorelle, la clamate, la phycocyanine, les effets sur le cancer. Donc, je ne m'aventurerai pas à donner un avis sur la prévention du cancer avec ces microalgues. Ce que je pourrais dire, c'est qu'en nutrition, de toute façon, on est là dans la prévention ou dans l'alimentation et non pas dans le curatif, premièrement. En revanche, c'est vrai que ce sont des microalgues qui sont très intéressantes, que ce soit la clamate ou la spiruline, c'est deux microalgues très proches en fait, c'est des cyanobactéries, ou la chlorelle. Elles ont des spécificités propres à chacune, mais c'est vrai que ce sont des microalgues qui peuvent être très très intéressantes. La spiruline ou la clamate, c'est des microalgues qui sont riches en fer. Donc pour des gens qui ont une alimentation végétarienne, il y a une partie du fer qui est assimilée comme celui des lentilles, donc ça peut être intéressant.
il y a des composés antioxydants très puissants, donc ça peut être intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonsoir. Est-ce que, comme les légumes, c'était abordé tout à l'heure, il existe une perte nutritive entre le moment du ramassage et dans le temps, jusqu'à la consommation, si le temps est assez long, et si oui, dans quel cas existe-t-il une différence nutritive entre les algues fraîches et les algues sèches? Merci. Alors oui, il peut y avoir une perte nutritive entre l'algue fraîche sortie de l'eau et l'algue séchée que vous allez trouver dans un rayon du commerce. Après, ça dépend ce qu'on cherche comme type de nutriments. C'est vrai que le haricot de mer, par exemple, c'est une algue qui peut être riche en vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine qui est très sensible à la dégradation thermique ou à l'oxydation. Donc, pour avoir une algue riche en vitamine C, il faudrait la manger crue ou très peu traitée. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt des algues, il réside pas seulement dans des choses qu'on a composées très thermosensibles, mais dans tout ce qui est fibres et minéraux. Et ça, vous allez le retrouver même dans des algues séchées, déshydratées. Et d'ailleurs, les algues, elles sont très vite stabilisées, traitées après la récolte. Donc globalement, soit elles sont déshydratées à basse température, à 40 degrés, soit elles sont conservées dans du sel. Donc c'est des algues qu'on appelle fraîches salées, qu'on trouve en barquette et qui permettent d'avoir des algues qui sont proches du visuel de l'algue fraîche. On les rince avant utilisation et ensuite on les cuisine comme des algues fraîches. Après, il y a les chefs qui ont la chance d'avoir des appros en algues uniquement fraîches, parce que Jean-Marie fait que du frais. Et là, on a un produit de qualité exceptionnelle. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a un bras qui se lève. Tout à l'heure, vous avez juste évoqué rapidement qu'un de vos autres pôles d'activité, ce serait de recréer une sorte de biodiversité grâce aux algues dans des milieux abîmés. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Et une autre petite question, c'était, au début de votre discours, vous avez parlé de 3 types d'algues, 3 couleurs, et qui en fait font référence à la photosynthèse et aux pigments qu'ils ont. Donc, comment vous faites pour aller chercher des algues qui sont en fait plus profondes, j'imagine, dans les eaux? J'imagine on a dit que les rouges étaient plus profonds, puis j'imagine les brunes, et puis on a beaucoup parlé d'algues vertes. Mais est-ce que vous plongez aussi? Donc, en fait, vous récoltez autant des algues que vous élevez et aussi des algues sauvages en profondeur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Voilà, d'accord. D'abord, je parlais de plongée, et ce n'était pas pour récolter les algues. Alors, ça existe, il y a des plongeurs. C'est une licence spéciale. On ne peut pas aller comme ça récolter quoi que ce soit en plongée, algues ou animaux. Hein. C'est interdit. Alors attention, c'est interdit, sauf si c'est autorisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites une demande. Par exemple, il y a les plongeurs pour la coquille Saint-Jacques, pour les ormeaux. C'est très sélectif et tout, mais on ne peut pas faire ça comme ça. Donc c'est une licence, c'est des droits envoyés. Alors, moi, je ne plonge pas pour les algues. Je n'ai pas besoin de le faire. Elles poussent en surface sur des filières ou dans des bassins à terre. Je plonge pour la maintenance. C'est pour ça que, à la longue, au bout de 40 ans, j'entends, c'est normal, tous les plongeurs, au bout d'un moment, c'est un peu ça. C'est pour vérifier l'amarrage de mes structures au fond, qui sont des blocs de béton qui se comportent comme des récifs artificiels. Alors, j'aime bien faire ça parce que je vois toujours, il y a des crabes, il y a des homards, ça c'est ici. Bon, bah, mais voilà pourquoi je plonge. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième, les couleurs des algues, Hélène l'expliquait tout à l'heure, c'est dû à leur équipement pigmentaire et qui leur permet de capter ce qu'elles s'en nourrissent en fond une certaine longueur d'onde qui n'est pas la même de lumière, qui n'est pas la même pour toutes les algues, et donc leur profondeur. Alors en culture, effectivement, on va retrouver ça.
Les algues vertes, elles prennent ce qu'on veut, donc c'est facile. En surface, les algues brunes, on travaille entre 1 mètre et 1,50 m sous la surface, c'est-à-dire sur les filières. Et les algues rouges, c'est un petit peu plus compliqué. Certaines sont schiaphiles, elles aiment moins la lumière, donc il faut aménager des sortes d'ombrage. Enfin, c'est moins facile. Mais vous avez beaucoup d'algues rouges qui viennent tout simplement naturellement par captage. Vous ne faites rien, vous mettez un bout de ficelle dans l'eau, je schématise, et elles vont pousser quand même. Je pense à des algues comme des gracilarias. Ce sont des algues qui ont un composé gélifiant. Donc à ce stade, il n'y a pas réellement de difficulté majeure. Ça serait possible sur certaines espèces très particulières. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des espèces qui sont demandées, qui sont magnifiques, comme des Delesseria. Vous regarderez, si vous avez un herbier d'algues, ce que c'est, qui n'accepterait pas de pousser dans les premiers mètres de la colonne d'eau. Donc ça c'est une chose. Pour en venir à... Alors c'est une question technique, de matériel, de site. Pour en venir à l'autre question, la biorémédiation, restaurer des sites endommagés et autres, bien, c'est en train de se faire jour, mais ce qui ramène à l'intérêt de l'algoculture et des techniques d'ensemencement et de réimplantation. Il y a depuis 2-3 ans un certain nombre de projets, je suis content de pouvoir en faire partie, dont le propos est de réintroduire des espèces locales dans les habitats qu'elles désertent, non pas parce qu'elles ont décidé d'aller vivre ailleurs, mais tout simplement parce que les conditions n'y sont plus. C'est embêtant. Les conditions sont multiples, mais on note quand même, au niveau des grandes algues brunes, certains problèmes très nettement liés au réchauffement climatique. Ça ne se fait pas en un jour, mais on voit bien. Ça passe par leur habitat progressivement envahi, par un recrutement moindre. Et on parlait tout à l'heure d'une espèce très, très jolie, l'Alaria esculenta. Elle commence à disparaître de Bretagne. Donc sa culture, quelque part, permet de la maintenir. En biorémédiation, il y a des zones où on voit, je pense à Saccharina latissima, on voit bien qu'elle régresse. Sur la zone Saint-Malo, que je connais depuis toujours, je vois bien qu'on peine à en trouver et ça commence à atteindre d'autres zones. J'ai eu des infos il n'y a pas longtemps, j'ai été un petit peu surpris parce que ces algues disparaissent. Donc, c'est un aspect biorémédiation. J'en termine rapidement, parce que c'est vrai que c'est un sujet très vaste et que vous allez voir qui prendra de l'ampleur. Habillage de récifs artificiels, créer un biotope autour. On va parler de polyculture, les fameuses AMTI, l'aquaculture multitrophique intégrée, autour d'autres élevages. Donc cette dimension-là a vraiment un réel avenir, mais de toute façon c'est une nécessité. Je voulais juste compléter pour l'histoire de la profondeur des algues. En fait, les algues qui poussent au fond de l'eau, donc c'est vrai qu'il y a certaines algues rouges où il y a des grandes laminaires qui poussent à 10, 15, 20 mètres de profondeur. En fait, les goémoniers qui récoltent à pied, ils attendent un grand coefficient de marée, au-delà de 75, 80, et ils peuvent aller à pied ou avoir de l'eau jusqu'aux genoux, aux cuisses pour les récolter. C'est vrai qu'en Bretagne Nord, on a un marnage, une différence d'eau entre marée haute et marée basse de plus de 10 mètres. Donc en fait, quand c'est marée basse avec un gros coefficient de marée, vous avez les algues qui sont à 10 mètres de profondeur. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à récolter du chondrus, enfin des petites algues rouges qui peuvent être au fond de l'eau. Merci Jean-François et Hélène. Je crois que nous arrivons au terme de cette table ronde. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser le mot de la fin à Jérémy, à celui qui valorise ces beaux produits dans l'assiette. Jérémy, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous pour donner envie de découvrir ces algues Je pense qu'on a fait un peu le tour depuis tout à l'heure, beaucoup de termes scientifiques, etc. On va vraiment au plus profond du sujet. Moi, j'en suis pas là, j'en suis plus à vraiment la cuisine vraiment pure et dure, le produit, etc. Tout simplement, je vous invite à
après toute cette belle parole, à vous essayer, à aller vous procurer des algues. On en trouve assez facilement maintenant, notamment dans les magasins bio. Vous n'aurez pas forcément la chance d'avoir des algues fraîches comme moi je les ai avec Jean-Marie Pédron. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à essayer. Je pense que c'est quelque chose, on va en venir de plus en plus demain dans nos façons de manger, etc. C'est un peu le nerf de la guerre maintenant. Il faut penser à soi, il faut penser à la santé. Et les algues en font partie. On est sur des produits qui ont des valeurs nutritives exceptionnelles. Et puis d'un point de vue santé, très, très, très saine. Donc c'est le nerf de la guerre pour moi, c'est la santé. Donc allez-y, essayez-vous, dégustez, amusez-vous et puis laissez-vous guider par ce magnifique produit tout simplement. Merci. Merci beaucoup Jérémy, merci Jean-François, merci Hélène et merci à vous tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Très rapidement, je vais me permettre à mon tour de remercier non seulement cette équipe de Bretons qui nous a fait la gentillesse de venir jusqu'à nous, parce que ça faisait une longue route pour chacun d'entre eux, et nous faire profiter de cette expérience, comme l'intégralité des intervenants qui nous ont fait profiter de leur vision des choses. Je remercie aussi le public, parce que sans le public, il n'y a pas d'intérêt d'être là pour les intervenants, et grâce aux interventions du public, on a une belle interactivité, même si quelquefois je me fais un peu censeur, j'en suis désolé. Le but, c'est vraiment de pouvoir faire intervenir l'intégralité du public pour profiter des différentes visions. Et en termes de remerciements, bien sûr, je remercie toute l'équipe de l'IUHCA qui collabore à ce projet. Je remercie les techniciens là-haut qui se cachent derrière leurs écrans. Je remercie les jeunes avec les écharpes bleues qui nous ont accompagnés, ainsi que les jeunes du Master Patrimoine et Culture. On aurait pu pendant ces 2 jours encore, et je remercie notre cher président de l'année, parrain de l'année, on aurait pu encore aborder plein d'autres sujets. Sur mon bureau, il est resté beaucoup de thèmes tels que la dimension du genre avec les légumes. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? La notion du futurisme, est-ce qu'on peut imaginer des légumes de demain, ainsi que les prescriptions, les injonctions, parce qu'on a un colloque bientôt sur ce sujet avec les discours politiques. On est à l'aube d'un événement politique national qui nous revient un petit peu tous les 5 ans. Et si on regarde bien, Albert Lebrun, je crois, avait pour produit préféré les morilles. Mitterrand disait qu'il fallait régulièrement mettre de l'échalote, de l'ail et du persil pour accompagner ses cagouilles, quant à M. Chirac qui nous disait de manger des pommes. Donc je vous invite malgré tout, pour profiter toujours de ces végétaux, à revenir regarder toutes ces tables rondes en replay sur le site internet, ainsi que toutes d'ailleurs les rencontres François Rabelais des années passées qui sont toutes en diffusion libre sur le site internet. Et puis moi je vous dis à l'année prochaine.